Qui a la meilleure situation? Les Européens ou les Américains? Découvrons-le, premier round, et tout tourne autour de l'argent. 100 € permettent d'acheter bien plus en Pologne qu'aux États-Unis. Ainsi, comparer les salaires réels ne reflète pas vraiment le niveau de vie. Les économistes utilisent la parité de pouvoir d'achat, pour comparer les revenus à ce que l'argent permet d'acheter localement. Par exemple, le salaire moyen en Grande-Bretagne est d'environ 3 900 € par mois, mais en parité de pouvoir d'achat, il est plutôt de 3 200. En Allemagne, le salaire moyen est d'environ 5 900 €, mais en parité de pouvoir d'achat, il chute à 3 700. Certains pays européens s'en sortent bien après ajustement. La Suisse atteint environ 6 500 € par mois, en parité de pouvoir d'achat. Et puis il y a des pays comme la Grèce, où le salaire mensuel moyen n'est que d'environ 1 200 €. Mais une fois que vous tenez compte des prix plus bas, les chiffres en parité de pouvoir d'achat s'élèvent à environ 2 300 €. En termes de liquidité, l'Europe est hétérogène. Aux États-Unis, selon le Bureau of Labor Statistics, le salaire moyen est un peu inférieur à 1 300 $ par semaine, soit 5 200 $ par mois. Une fois que vous ajustez pour le pouvoir d'achat, cela monte à environ 6 900 $ par mois. Est-ce que cela veut dire que les Américains roulent sur l'or? Nous le saurons en fin de manche, mais voyons d'abord leur position sur la pyramide de l'argent. Les États-Unis concentrent une richesse exceptionnelle, comptant environ 22 millions de millionnaires, 8,5% de la population, et plus de 900 milliardaires. Des dizaines de millions d'Américains considèrent passer une journée chez Red Lobster comme un luxe. Le Royaume-Uni compte environ 3 millions de millionnaires, 5,8% de la population, et 55 milliardaires. En Europe, seule l'Allemagne, la Russie et l'Italie en ont plus. La France, les Pays-Bas, l'Espagne et la Suisse figurent aussi en tête des grandes fortunes. Mais à Baltimore ou Birmingham, les milliardaires n'améliorent pas vraiment votre vie. Les salaires ne font pas tout. L'essentiel, c'est ce qu'il reste après les factures. Dans l'ensemble de l'Union européenne, environ 20 à 21% des personnes sont considérées comme étant à risque de pauvreté. Et le taux de pauvreté au Royaume-Uni est à peu près le même que la moyenne européenne, autour de 20 à 21%. Aux États-Unis, le taux officiel de pauvreté est d'environ 11%, bien plus bas. Être pauvre en Ukraine diffère beaucoup de la pauvreté en Californie. Aucun jeu de données unique ne couvre cela pour l'Union européenne. En Europe de l'Ouest et du Nord, un ménage typique dispose de 200 à 600 € par mois, après les dépenses essentielles. En Europe du Sud et de l'Est, c'est généralement entre 60 et 300 €. Au Royaume-Uni, la famille moyenne a 700 € de revenus discrétionnaires mensuels, mais beaucoup n'ont que 120 € ou moins suffisant pour peu de loisirs. Peu importe, l'épargne. Un adulte sur 6 au Royaume-Uni n'a aucune épargne du tout. D'après l'Union européenne, 40% des personnes ne pouvaient pas économiser en un mois type. Une étude de Bankrate a révélé que 61% des adultes américains vivent au jour le jour, de chèque de paie en juillet 2025. Les enquêtes indiquent qu'environ un Américain sur 4 n'a pas d'épargne d'urgence. Depuis les années 1970, les salaires en Europe et aux États-Unis stagnent, tandis que les prix du logement, de la santé et de l'éducation ont fortement augmenté. Les citoyens de l'Union européenne épargnent en moyenne 13 à 15% de leur salaire, contre 4 à 5% aux États-Unis. En rassemblant tout cela, l'Amérique marque le point, 1-0 pour les États-Unis. Le deuxième round concerne l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée. En moyenne, les gens dans l'Union européenne et au Royaume-Uni travaillent environ 36 heures par semaine. La Grèce est dans la fourchette haute, avec environ 40 heures, tandis que les Pays-Bas sont dans la fourchette basse, avec environ 32 heures. Les Américains travaillent en moyenne 41 à 42 heures par semaine, soit 8 à 9 heures par jour. Aux États-Unis, les congés payés dépendent de l'employeur, sans garantie légale. Le salarié moyen du secteur privé obtient environ 10 à 14 jours de congés payés par an, même après 20 ans chez le même employeur. Beaucoup de travailleurs atteignent un maximum d'environ 20 jours. Les congés maladie stagnent aussi. La plupart des travailleurs américains débutent avec 10 à 11 jours, ce nombre évolue un peu au fil de leur carrière. La loi impose au moins 20 jours de congés payés aux travailleurs de l'Union européenne, mais en pratique, la moyenne est de 25 à 30 jours. Le Royaume-Uni accorde 28 jours de congés payés, comprenant parfois les jours fériés, soit le minimum légal une fois ceci inclus. La plupart des travailleurs européens ont 30 jours ou plus de congés payés par an, alors qu'aux États-Unis, sans obligation légale,
Certains n'ont que 11 jours. Les congés payés et maladies diffèrent selon les pays de l'Union européenne, mais offrent généralement une meilleure protection. Sur l'équilibre travail-vie privée, l'Europe l'emporte. Égalité. 3e round. Coût de santé, et soyons honnêtes, on sait déjà le résultat. Entre 500 000 et 650 000 Américains déposent le bilan chaque année à cause des frais médicaux. 66% des faillites aux États-Unis sont médicales, contre 8% au Royaume-Uni. Dans une grande partie de l'Europe, elles sont rares ou inexistantes. Les États-Unis sont souvent considérés comme le pays le plus médicalisé, et où les médicaments sur ordonnance sont les plus chers. Là-bas, la consommation d'antidépresseurs est la plus élevée au monde, faisant des États-Unis une nation sous médicaments. Mais l'obésité reste l'un des principaux problèmes de santé. Environ 40% des adultes sont obèses, soit plus du double de la moyenne européenne de 17 à 18%. L'obésité n'est pas qu'une question d'excès, elle est aussi liée à la pauvreté, la malnutrition, le stress, les traumatismes et la dépression. La Géorgie, la Roumanie et la Hongrie affichent les taux les plus élevés en Europe, mais selon l'Organisation de coopération et de développement économique citée par la British Broadcasting Corporation, les Britanniques seraient les plus gros. Pourquoi ? Eh bien, les Britanniques, comme les Américains, consomment le plus d'aliments ultra transformés, qui, pour les personnes pauvres, constituent une grande partie de leur alimentation. Cela représente 58% et 57% des régimes alimentaires aux États-Unis et au Royaume-Uni. Les scientifiques voient cela comme un aspect très négatif de la vie moderne. Dans l'Union européenne, la moyenne est de 27 et l'accès à une alimentation saine et cuisinée est meilleur. L'Europe marque 1 point, 2-1, place au 4e round. Un sujet qui fait rêver millennials et génération Z, le logement. Des villes comme Londres, Paris ou Barcelone sont coûteuses, alors que d'autres régions restent abordables. Comme aux États-Unis, mais on y a généralement plus d'espace pour son argent. Un 2 pièces à San Francisco coûte 3600 $ par mois, ce qui est difficile à supporter. Si vous gagnez le salaire minimum de 19 $ de l'heure, un logement similaire à Londres vous coûtera plus de 2300 livres, ce qui est impossible si vous vivez avec le 16 livres de l'heure. Les enfants américains grandissent généralement avec plus d'espace de vie que leurs homologues européens. Les maisons américaines sont en moyenne 2 fois plus grandes que les britanniques, et bien plus grandes que celles de la plupart des pays européens, offrant ainsi un réel avantage de qualité de vie. Pourtant, même si le rapport entre les salaires et le coût du logement aux États-Unis est très mauvais, on en a un peu plus pour son argent dans l'ensemble des États-Unis que dans l'ensemble de l'Europe de l'Ouest. De plus, les indices d'accessibilité qui comparent les prix de l'immobilier aux salaires locaux placent des dizaines de villes européennes bien au-dessus de la grande majorité des villes américaines. Moscou, Istanbul, Londres, Athènes, Lisbonne, Split, Prague, on vous observe, et d'autres également. Point pour l'équipe des États-Unis, égalité 2-2. Passons à la 5e manche, les transports. Environ 41% des Américains marchent pour le plaisir, mais seulement 16% vont au travail à pied. Pourquoi ? Dans de nombreuses régions, il n'y a aucune alternative viable à la voiture, alors que l'Europe offre parmi les meilleurs transports en commun mondiaux. La durée moyenne des trajets domicile-travail est de 25 minutes dans l'Union européenne, et de 27 à 28 minutes aux États-Unis, le plus souvent en voiture aux États-Unis et en transport en commun en Europe. Avoir une voiture aux États-Unis coûte relativement peu cher comparé aux autres pays riches. Des études suggèrent que les Américains dépensent généralement environ 55% d'un salaire annuel pour acheter et entretenir une voiture, contre environ 89% au Royaume-Uni. Derrière la Finlande, la France et les Pays-Bas suivent de près. La majorité conduit encore, donc question coût de transport, ce point va aux États-Unis. 3-2 pour l'Amérique. La 6e manche porte sur l'intelligence, centrée sur l'éducation. Aux États-Unis, les universités publiques de l'État coûtent environ 30 000 à 31 000 $ contre 49 000 $ hors de l'État. Côtoyer les Mark Zuckerberg de ce monde dans une université privée peut coûter jusqu'à 63 000 $. Cela couvre tous les frais, scolarité, logement, pension, livres. C'est une estimation des coûts couverts par les prêts étudiants, expliquant pourquoi la dette moyenne après l'université atteint 30 000 $. Voyons la situation en Europe. Les coûts varient énormément selon le pays dans lequel vous étudiez. Pour 4 ans, on pourrait envisager entre 35 000 et jusqu'à 110 000 dans toute l'Union européenne. En Angleterre, le pays le plus cher du Royaume-Uni, 4 ans pourraient vous coûter près de 50 000. La dette étudiante moyenne au Royaume-Uni est d'environ 55 000. Même en Suède, où les études sont gratuites, les étudiants peuvent avoir 20 000 de dette.
L'Europe reste très diverse, donc pour les coûts d'éducation, c'est équivalent. Le score reste inchangé. L'Amérique mène toujours 3-2. On dit que les enfants sont notre avenir, mais qu'en est-il de la fertilité et de la famille? Découvrons-le dans la Manche 7. Le taux de natalité moyen dans l'Union européenne est d'environ 1,38 enfants par femme, bien inférieur au seuil de renouvellement des générations en 2023. La Bulgarie avait le taux le plus élevé, 1,8, suivi de la France et de la Hongrie. Malte, l'Espagne et la Lituanie étaient en bas du classement. C'est exactement la même situation aux États-Unis. Mais avec une moyenne de 1,6 enfants par femme, ce chiffre reste supérieur à celui de la plupart des pays européens. Combien cela va-t-il vous coûter d'avoir des enfants ? Élever un enfant aux États-Unis jusqu'à 18 ans coûte désormais entre 300 000 et 400 000 $. Élever un enfant dans une région rurale pauvre d'Ukraine ou dans un pensionnat anglais, ce n'est pas comparable. Prenons simplement la moyenne. Élever un enfant jusqu'à 18 ans coûte entre 250 000 et 500 000 € en Europe. Mais si vous êtes pauvre ou issu d'une famille à faible revenu, les Européens bénéficient généralement de congés maternité et paternité mieux rémunérés, de plus de crèches subventionnées et de davantage de filets de sécurité. En général, les deux camps avancent de bons arguments, donc appelons ça un match nul. Le score reste de 3-2 pour l'équipe des États-Unis. L'Europe peut-elle revenir ? Voyons cela. Au 8e round, les choses deviennent sombres. C'est le round éclair sur l'alcool et la toxicomanie. 1. La principale raison de tous ces décès précoces aux États-Unis, c'est ce que les économistes appellent les morts du désespoir, qui sont désormais la 5e cause de mortalité dans le pays. Rien qu'en 2022, plus de 200 000 Américains sont morts d'overdose, d'abus d'alcool, ou ont décidé de partir de leur propre chef. Depuis 1999, plus d'1 million d'Américains sont morts de cette façon, soit plus que le nombre total de morts dans toutes les guerres américaines du XXe siècle réunies. Jusqu'en 2013, ces décès concernaient surtout les Américains blancs d'âge moyen sans diplôme. Mais avec l'arrivée du fentanyl, les hommes noirs ont également été gravement touchés. Les femmes et les jeunes meurent aussi de désespoir, mais les hommes ont des taux beaucoup plus élevés, surtout pour les décès liés à l'alcool. Le Danemark, la Finlande, la Slovénie et l'Allemagne sont en tête du classement. Les taux européens dépassent largement ceux des États-Unis. L'Europe gagne ce round, égalité 3-3. Nous savons comment les gens meurent. Voyons maintenant l'espérance de vie dans le round 9. En moyenne, les Américains ont de moins bons résultats en matière de santé que les habitants d'autres pays à revenus élevés, malgré le fait qu'ils paient plus pour les soins de santé. Aux États-Unis, l'espérance de vie est d'environ 78,4 ans, 75,8 ans pour les hommes, 81,1 ans pour les femmes. L'écart d'espérance de vie entre riches et pauvres varie de 7 à 14 ans. Dans l'Union européenne, la moyenne atteint 81,7 ans. La Bulgarie est en bas du classement, avec 75,9 ans, mais les États-Unis font encore moins bien que la majorité des pays européens. La survie à la naissance est aussi prise en compte par les experts pour évaluer la qualité de vie. En 2023, l'Union européenne a enregistré 33 à 34 décès pour 1 000 naissances vivantes. Au Royaume-Uni, c'était de 39 à 40 pour 1000, mais les États-Unis faisaient bien pire, atteignant 561 pour 1000. Les statistiques criminelles évoluent constamment, comparons donc les extrêmes. Le Royaume-Uni figure fréquemment parmi les pires classements européens, avec des villes comme Birmingham, Manchester, Londres et Bradford, souvent citées pour leur taux de criminalité élevé. En dehors de Marseille en France ou de Naples en Italie, peu de villes d'Europe occidentale leur font concurrence. Comparons le Royaume-Uni et les États-Unis. Le taux d'homicide est d'environ 6 pour 100 000 aux États-Unis, contre 2 pour 100 000 en Europe. Seule la Russie s'en approche, donc l'Europe marque un point, et porte son avance à 4 contre 3. Mais ici, à The Infographics Show, nous ne sommes pas que pessimistes. Alors lançons un tour bonus, le bonheur et la qualité de vie. Selon l'indice mondial du bonheur, la Finlande, l'un des pays ayant les taux de mortalité et de désespoir les plus élevés d'Europe, est le plus heureux. Ces hivers sombres doivent être difficiles. Le Danemark, l'Islande, la Suède et les Pays-Bas sont suivis de près par le Royaume-Uni et les États-Unis. Aux 23e et 24e places, 10 pays européens ont de meilleurs scores. Un récent indice de qualité de vie classe les États-Unis, 22e derrière 17 pays européens. Mais voyons comment les gens évaluent leur satisfaction de vie, car toutes ces statistiques ne nous disent pas vraiment ce que les gens ressentent. Certains pays ont une vision plus sombre, mais ces enquêtes de 2024 restent significatives. 10 étant la note la plus élevée. Les États-Unis affichent un score moyen de satisfaction de vie de 6,72.
La plupart de l'Europe occidentale avait presque exactement le même score, mais une grande partie de l'Europe de l'Est et du Sud était bien plus basse, dans les 4 ou 5, tandis que la Scandinavie était bien plus élevée. Dans les 7, le bonheur étant personnel. Faisons égalité sans points. Regardons les scores. 4-3 pour l'Europe. Ce fut serré, mais l'Europe l'a emporté. Après tout ce que vous avez entendu, où voudriez-vous vivre? Regardez Dumb Ways to Die, édition américaine, pour découvrir le point de vue américain sur la guerre froide, ou regardez cette vidéo.